état critique, saison 2, épisode 4. Au programme aujourd'hui, on va principalement vous parler de 3 grosses sorties. Frankenstein, sorti sur Netflix, Zootopie 2 et Dossier 137. On a vu ces films, on vous dit si vous devez vous déplacer ou rester au chaud. Et Christophe en rajoutera une petite couche sur Wicked 2 ou Bugonia. Toujours la rubrique « Qu'est-ce qui s'est passé durant ce dernier mois dans les actus ciné ?» et qu'est-ce qu'on en pense. Olivier nous fera de nouveau un point sur le box-office. C'est quoi qui marche, c'est quoi qui se plante. Le film Vintage nous a fait découvrir ou redécouvrir, non pas une chanson, mais un film qui partage le même titre qu'une chanson. Vous avez 40-45 minutes pour le deviner. Et enfin, nos recommandations en fin d'épisode. Avec moi, Christophe du site Critique d'un passionné et Olivier. Quant à Florian, on a su qu'il avait vu un film. On ne désespère pas de le revoir et on l'embrasse. Je suis Lilian et on commence tout de suite après la virgule. Avant de commencer, bien évidemment, vous connaissez désormais cette phrase. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, PodCloud. Enfin, un de ces quatre, on partira de Spotify parce que c'est un gros enfoiré. Vous nous mettez les 5 étoiles et c'est que de l'amour. On est même sur Facebook et YouTube. Abonnez-vous là aussi. Christophe, salut. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Exactement, tu as bien raison à chaque fois de le préciser. Olivier, salut. Hello, c'est plus généraliste. Et t'as complètement raison. Bon, on a décidé aujourd'hui, alors c'est saison 2, épisode 4, on va bientôt fêter nos 1 an, le mois prochain. Alors on vous le précise là tout de suite en début d'émission, on fera un épisode hors série à la fin du mois de décembre, parce qu'il y a encore quand même Christophe, il y a encore des grosses sorties, je crois, d'ici une semaine. Avatar. Ne serait-ce qu'Avatar. Ouais, c'est quand même une grosse sortie qu'on peut pas. On est le 4 décembre au moment où on enregistre cet épisode. Donc peut-être qu'Avatar rentrera dans notre top 10 qu'on vous présentera en fin d'année ou notre flop 5 aussi qu'on vous présentera. Je sais pas s'il y a d'autres sorties, d'autres grosses sorties qu'on attend aussi. Tu me prends de court. Ouais. Non, je sais que moi, par exemple, j'ai vu on fera peut-être une rubrique, un de ces 4, qu'est-ce qui nous excite aussi. Mais je sais que la bande-annonce là du film avec Jonathan Cohen que j'ai vu me plaît pas mal parce que j'ai l'impression qu'il change un tout petit peu de registre et le pitch est quand même très 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 sympa. Alors je crois que ça s'appelle l'âme parfaite, un truc comme ça. Et je sais pas si Olivier t'en avais entendu parler. Alors du tout. Du tout, non, le pitch est vraiment très bien. C'est une nana qui a un accident. Non, j'en ai pas entendu parler. C'est en tout cas dans l'histoire, c'est une nana qui a un accident et il y a Jonathan Cohen, enfin le personnage de Jonathan Cohen qui vient l'aider et tout ça. Elle va tomber, ils vont avoir une grande histoire d'amour, mais en fait l'accident qu'elle a eu, dans l'accident il y a eu un mort et le mort c'est Jonathan Cohen. Et en fait elle est capable d'avoir une histoire d'amour avec un mort. Ça a l'air d'être un film assez sympa. En plus j'ai vu la bande-annonce. Ah voilà, tu vois. Et alors je crois qu'il sort en même temps qu'Avatar, donc ça va être, je pense, un peu compliqué de toute façon dans les sorties. Bref, en tout cas, on vous donne, dès le début de l'émission, on vous donne rendez-vous à la fin du mois pour, on vous donnera notre top 10, notre flop 5. Bien évidemment, on ne se concertera pas pour avoir un petit peu les surprises et pour pouvoir s'engueuler, pardon. On commence tout de suite, si tu veux bien, Christophe, nous donner le pitch du Frankenstein qui est passé donc sur Netflix dernièrement. Alors Guillermo del Toro nous offre son adaptation du roman de Mary Shelley. Obsédé par le secret de la vie, le scientifique Victor Frankenstein parvient à créer un être vivant à partir de morceaux de cadavres. Leurs 2 destins vont se retrouver liés dans une course à la destruction. Alors, je demande d'abord à Olivier, on en a eu combien en tout des adaptations tu le sais toi c'est comme non, le nombre exact, j'en sais rien, ça doit être la centaine. Enfin, c'est comme Dracula entre parce qu'en plus c'est ces personnages mythiques, même au temps du muet, il y en a eu. Après, il y a les vous savez, il y avait des histoires de droit encore même dans les années 20. Donc c'est pour ça qu'on a eu Nosferatu, par exemple, parce qu'en fait il a pas eu le droit du bouquin de Bram Stoker. Donc il y a eu entre les Boris Karloff et tout ça, il y a j'exagère peut-être avec une centaine et encore. Mais on va dire ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Après il y a tous les trucs Frankenstein aujourd'hui, métaphore
ou adaptations modernes. Ouais, il y en a il y en a au moins une centaine. Christophe, est-ce que tu veux nous dire ce que tu as pensé de ce Frankenstein, s'il te plaît? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, Frankenstein, si on n'aime ni le roman ni Del Toro, ça va être compliqué parce que pour le coup, c'est assez fidèle au roman et c'est clairement du Del Toro dans la proposition. Et c'était presque une évidence qu'ils finissent par le faire. Et je crois que ça faisait longtemps qu'ils voulaient l'adapter parce que ça colle parfaitement à son univers avec le côté gothique qui va très bien à Frankenstein. Donc pour lui, c'est un super terrain de jeu, ça mêle horreur, poésie, romantisme, c'est tout ce qu'on aime dans ces films. Et lui, ce qu'il aime, et c'est un grand fan de monstres, il a un amour pour les monstres, toute sa filmographie, il a un véritable amour pour les monstres. Et d'ailleurs, il prend quelques libertés avec son Frankenstein, il le rend encore plus humain que dans les autres adaptations que j'ai pu voir. Avec notamment, il prend des libertés. Il a clairement une régénération. C'est Olivier qui disait qu'il a un côté Deadpool et ça lui amène une humanité parce que le fait de se régénérer, il est plus beau que la plupart des Frankenstein parce que il cicatrise beaucoup mieux. Et puis ça lui amène une immortalité et en fait, il lutte contre sa solitude, il veut se faire aimer des autres et arrive un moment, c'est limite, il veut mourir, mais sa malédiction, c'est que il peut pas mourir, il est clairement immortel. Et visuellement, c'est un pur régal, que ce soit les décors, les costumes, c'est magnifique. Moi, au début du film, il y a un plan qui m'a marqué, t'as la famille qui attend dans les escaliers, ils sont tous en blanc et t'as la mère qui est en rouge avec une robe qui vole. Et c'est beau et ça fait chier encore une fois. On peut pas voir ça au cinéma parce que c'est clairement très beau. Il y a pas mal de clair-obscur, puis il y a la musique d'Alexandre Desplat qui, souvent quand il bosse avec Del Toro, il fait des belles partitions et ouais non c'est vraiment un beau moment. Après, il y a certains FX, les animaux, c'est un peu compliqué. Et là c'est là que tu te dis que ça serait sorti au cinéma, le budget aurait peut-être été consacré plus à la production et ça aurait peut-être été un peu mieux abouti. Mais ouais, non, j'ai adoré la proposition. Le Victor Frankenstein est presque plus monstrueux que son monstre. Et c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Tous les deux, ils vont se retrouver enfermés dans leur isolement, dans leur solitude, et ils vont être confrontés chacun à leur monstruosité qui va chacun finir par les détruire. Et il y a Jacob T'as spoilé la fin. Ouais, enfin, à un moment, il y a eu 100 adaptations, j'estime qu'on connaît un minimum l'histoire. Et Jacob Elordi, qui joue le Frankenstein, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Moi, je l'avais découvert dans Euphoria. Euphoria, c'est vraiment très bonne série, mais qui a une saison tous les 4 ans, c'est un peu chiant. Et je trouve qu'il marche très bien. Il joue énormément sur les mouvements de son corps ou sur son regard. Oui, c'est très chorégraphié. Il apporte quelque chose de fragile et de terrifiant parce que ça reste Frankenstein, mais il apporte vraiment une fragilité à la créature. Pour moi, ça a été de tout ce que j'ai vu de Frankenstein. Pour moi, c'est la meilleure adaptation de Frankenstein et je pense que c'est un des films marquants de cette année 2025. Olivier, de ton côté, qu'en as-tu pensé ? Alors, j'ai pas vu la même chose que Chris. C'était pas le même film ? Comment ça se passe ? Je sais pas, ou on n'a pas la même télé, ou j'ai Netflix, je sais pas, un truc qui vient de Chine. Alors, attention, j'ai beaucoup aimé, il y a plein de propositions qui m'ont beaucoup plu, ça reste. Voilà. Del Toro, il fait partie quand même malgré tout, de ces cinéastes. Quand il fait un film que j'aime moins, ça reste un très bon film. Mais alors, effectivement, cette adaptation était très attendue parce que, comme vient de le dire Christophe, il y a une sorte d'univers à la Del Toro. Donc, on le voyait très bien adapter ce livre. Moi, ce que j'ai ressenti en le voyant, c'est que finalement, ce déluge de très belles images est finalement assez impersonnel. En tout
tout cas moi, ce que j'aime chez Del Toro, c'est cet esthétisme très reconnaissable, que ce soit alors dans des films comme Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l'eau, mais même dans ces blockbusters comme Blade 2 ou les Hellboy. Là, je trouve qu'à beaucoup de moments, c'est plus esthétisant qu'esthétique. Il y a quelque chose qui m'a dérangé. Il y a des moments où il parlait des effets spéciaux, mais je trouve que même il y a des moments, les décors, ça fait vraiment studio. Voilà. Au niveau de l'esthétisme, il y a un truc qui m'a pas emballé. C'est drôle. En même temps, je trouve ça très beau, et en même temps, ça m'a pas emballé. Tu parlais, Chris, de l'histoire qui est fidèle. Moi, je trouve qu'il prend quand même pas mal de liberté avec l'histoire originale, en tout cas dans ses fondements, c'est-à-dire, par exemple, notamment sur le rapport filial à la créature. Là, il en fait une espèce d'esclave, il lui parle mal, il lui met des coups dès le départ. Il y a pas ça dans le livre. Moi, je trouve que la relation aux deux personnages est pas si fidèle que ça. Alors oui, il reste les grands thèmes comme la cruauté, la bonté, la beauté contre la laideur, qui de la créature ou de l'homme est véritablement le monstre. Mais ça, après tout, c'est dans le livre. Donc toutes les adaptations en parlent. J'ai pas tellement eu l'impression qu'il y avait grand chose de nouveau à l'horizon en regardant le film. Voilà, encore une fois, c'est ce qu'on retrouve, c'est la thématique de base. Donc ça, on la retrouve dans tous les films. Après, ça reste très bien fait. Le casting tient très bien la route. Jacob Elordi, moi, je le trouve même excellent. Alors, Oscar Isaac, moi, je trouve qu'il en fait un peu beaucoup, ce qui est souvent le cas. Alors, ne parlons pas de Kenneth Branagh, qui faisait Victor Frankenstein dans sa propre adaptation. Et effectivement, t'as un peu spoilé ce que j'allais dire, Chris. Moi, j'ai une grosse réserve sur les pouvoirs de la créature en mode régénération, à la Deadpool ou à la Wolverine. En fait, voilà, j'ai passé un bon moment. Et en y repensant petit à petit avec le recul, les jours passant, et en lisant des articles, je me suis dit, je comprends pas toute cette hype autour du film, et à l'époque, tout ce déferlement de critiques autour de la version de Kenneth Branagh, qui était pas si mauvaise, et pas si éloignée de celle-là. Voilà. Moi, j'aime bien la version de Branagh. Ouais, mais alors à l'époque, retrouve des articles à l'époque, ils se faisaient démonter. C'est sûr que c'était produit par Coppola parce qu'il voulait faire une sorte de bestiaire comme ça, il venait de faire son Dracula. Coppola produisait celui-là, il voulait en faire d'autres derrière. Bon, le Frankenstein est un peu moins bien marché, donc ils ont un peu arrêté le truc. C'est sûr qu'à côté du Dracula, bon, mais le Branagh a franchement de la gueule. De Niro était, pour le coup, oui, était beaucoup plus monstrueux que ne l'est Jacob Elordi. En fait, j'en suis venu à la conclusion un peu la même que sur le Bigelow, c'est-à-dire que tous ces grands réalisateurs et réalisatrices arrivent sur Netflix, arrivent sur les plateformes. Alors ça reste des grands cinéastes, donc ils font du bon boulot, mais voilà, je trouve qu'ils font des trucs beaucoup plus impersonnels. Alors c'est peut-être dû aussi effectivement de ne pas les voir au cinéma. Je pense que c'est quelque chose qui rentre énormément en ligne de compte, mais voilà, j'étais encore une fois mi-figue mi-raisin. Après, j'ai passé un très bon moment, c'est un très beau spectacle, c'est très beau, mais voilà, je comprends pas toutes ces critiques ultra élogieuses autour du film qui, voilà, moi il y a quand même pas mal de choses qui me transcendent pas. Je vais pas beaucoup en rajouter parce que je pense que tous les deux vous avez été suffisamment longs et je pense que vous en avez suffisamment dit sur le film. Je serais peut-être, je serais pas entre les deux, je serais plutôt de ton avis, Olivier, en précisant bien évidemment que au début ce Frankenstein, j'ai cru que c'était qu'il était complètement dans le physique du monstre, enfin de l'alien de Prometheus.
me faisait beaucoup penser à ça. Alors en moins musclé, mais en plus élancé. Et je trouve qu'effectivement la performance de celui qui s'en sort là-dedans, c'est Jacob Elordi, qui a des mouvements très chorégraphiés, voulus, jolis et en même temps compréhensibles parce que c'est un corps qu'il découvre, etc. Voilà. Après, moi je me suis un peu ennuyé au bout d'un moment. Non pas que ça soit mal fait ou quoi que ce soit, mais je sais pas, j'ai pas trouvé de choses nouvelles. Et puis bon, la force de ce personnage qui est capable de bouger un bateau sur une banquise, sur un bateau complètement figé dans la banquise, sans que ses pieds, parce qu'il y a quand même je crois qu'il a pas étudié Newton, Guillermo del Toro au moment où il a fait son film, parce que quand tu pousses quelque chose, si le sol est un peu meuble, bah le sol il va s'écrouler aussi sous tes pieds, hein. Moi je dis ça, ou il peut y avoir un trou dans la coque. Et là je me suis dit tiens, faut étudier un petit peu Newton avant de faire ce genre de film. Mais sinon voilà, c'est un beau spectacle, évidemment c'est extrêmement bien réalisé. Là-dessus il y a pas de problème, mais c'est pas ce que je retiendrai de plus chez Guillermo del Toro. Petite question subsidiaire à chacun d'entre vous, quel est votre del Toro préféré, Christophe? Labyrinthe de Pan, qui pour moi est un véritable chef-d'œuvre. Olivier? S'il fallait vraiment en choisir un, je dirais comme Christophe, mais en fait, il a fait des films tellement différents. Moi, son Hellboy 2, le Blade 2, je le trouve extraordinaire. Ouais, le Blade 2, il est extraordinaire. Et moi, l'air de rien, je sais pas, il y a un truc. Alors c'est terrible, j'ai plus le nom du tout du film en tête, alors que je vais dire que c'est sûrement un de mes préférés. Mais le film qu'il fait avec là les kaiju et Pacific Rim. Pacific Rim. C'est énorme. Je trouve que c'est énorme parce que j'avais jamais vu quelqu'un filmer aussi bien le gigantisme. Et quand tu vois tout ce que les mecs ont fait derrière de rater, et ben je trouve que c'est un très grand film. Avançons les amis sur ce deuxième film. Alors je crois qu'Olivier, toi tu n'as pas pu voir les deux autres dont on va parler. Non. Zootopie 2, puisque peut-être que tu vas en parler dans le point box-office, Olivier. Christophe, si tu veux bien nous donner le petit pitch de Zootopie 2, et puis on va rapidement en parler tous les deux. On dit Zootopia ou Zootopie pour le coup. Eh ben, pour une fois que je peux reprendre. Tu fais, reprends-moi autant que tu veux, vas-y, je t'en prie. Non, pour une fois que c'est moi qui reprends, j'en profite. Vas-y. Donc, retrouvailles de notre duo de policiers qui vient de résoudre la plus grande affaire criminelle de Zootopie. Ils vont devoir démêler un mystère autour d'un reptile récemment arrivé dans la métropole qui va bouleverser l'équilibre de la ville. Je me permets de commencer rapidement. Déjà, moi, je suis allé voir le film en français parce que j'avais très envie d'entendre la voix d'Alexis Victor, qui a été un de mes comédiens sur La vie est une fête. Alexis Victor, qui est un grand comédien et un grand comédien de doublage aussi, qui entre autres double Bradley Cooper, Jude Law et bien d'autres. C'est un super comédien et sa performance, elle est toujours très très chouette. C'est le même film que le premier. Avec les mêmes thèmes, tout pareil, tu vois tout arriver à 200 km en termes de ouh là là, le méchant ça serait celui-ci, ah mais non, c'est peut-être celui-là, oh mais lui il est gentil, mais peut-être qu'il est méchant en fait. Et puis c'est très joli, encore une fois, l'animation elle est superbe, mais je me suis rendu compte qu'à un moment je dormais en fait, je me suis entendu ronfler dans la séance de cinéma, je sais pas au bout de combien de temps. Ça va, ce qui est terrible, c'est que Olivier va sûrement nous en parler, je pense bien, mais ça fait un carton gigantesque et je me dis mais en fait il y a plus besoin d'écrire des scénarios, c'est exactement le même scénario que le premier. Il y a pas beaucoup de surprises. Alors ils nous font des blagues, des références, des trucs un peu méta qui peuvent nous faire rire, puisque tu vas avoir. Alors cela dit, ça m'a fait rire. Hein, le moment Shining est assez plaisant, mais bon, c'est sûr que déjà quand t'as un numéro 2, c'est pas facile parce que la surprise est passée. Et si t'as rien à proposer de plus en termes de scénario et d'agencement dramatique et tout ça, en fait le film se déroule devant toi, tu dis c'est ok et puis on s'en fout. Christophe?
Donc moi, je trouve que Disney ne nous laisse pas le temps de nous ennuyer, alors que finalement, je suis quand même assez raccord avec toi, parce que globalement, j'ai passé un bon moment parce que visuellement, c'est assez dingue. Il y a notamment les fourrures. Les fourrures il y a un travail sur les fourrures assez magnifique et c'est extrêmement dynamique. Ça arrête pas. T'as de l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça bouge, ça bouge. Et même, t'as des petits détails en arrière-plan. Tu parlais des Easter eggs. T'as des Easter eggs de partout. En revoyant le film, je pense que tu pourrais t'amuser à trouver d'autres Easter eggs que t'as pas vu. Donc ça, pour le coup, c'est sympa, mais bah tu t'ennuies pas. Mais au final, c'est pour cacher le fait que ouais, c'est un peu du réchauffé. Ça reprend les mêmes thèmes de la discrimination et du racisme, même si là, plus que les prédateurs, on remplace les prédateurs par l'ensemble des reptiles qui vivent dans une toute petite bande de territoire. Toute référence à l'actualité n'est pas forcément anodine, mais ça reste, ça reste les mêmes thèmes. Le duo des personnages, je les adore, ils sont géniaux, hein, mais dans le premier, ils apprennent à accepter leurs différences pour travailler ensemble. Dans le deuxième, ils apprennent à accepter leurs différences pour travailler ensemble. Et les reptiles, pour le coup, sont assez sous-exploités. Mis à part une scène dans un bar qui est vraiment géniale, toute la scène du bar est génialissime, mais après, il y a un personnage secondaire, celui de l'affiche, mais il est accessoire finalement, on le voit très peu au final, il apparaît un peu plus sur la fin, et dès qu'il sort de Zootopie, bah il y a moins de toute cette inventivité sur tous les animaux, tous les jeux, des clichés qui font rire, et là c'est rigolo parce qu'on parle d'un film, que ce soit le 1 ou le 2, le but, c'est quand même de dénoncer la discrimination et les clichés. Et pour faire ça, on utilise les clichés des animaux pour faire rire. C'est assez rigolo. Mais bon, pour le coup, ça marche parce que les clichés sur les animaux sont drôles. Et les personnages secondaires, bah, là aussi, tu souffres de la comparaison du premier film parce que ceux du premier film sont quand même mieux foutus. Et d'ailleurs, quand ils font leur caméo, bah, tu te rends d'autant plus compte qu'ils sont plus intéressants. Mais le problème, c'est qu'ils refont les mêmes blagues que le premier. Donc ouais, il y a pas mal de répétitivité, mais après, ça reste efficace, ça va à 200 à l'heure et finalement, je me suis pas ennuyé. J'espère juste que le troisième opus, je sais pas si t'es resté jusqu'à la toute fin du générique, il y a une scène post-générique qui t'annonce les animaux qui seront au centre du troisième opus, parce que bon, le truc va faire 1 milliard, il y aura un troisième opus. Et c'est mignon comment tu dis opus, c'est opus, mais c'est magnifique. Tu m'as repris, ouais. Je te reprends. T'as raison. Bah, tu vas me reprendre plus souvent que moi, t'inquiète. Et ouais, j'espère que le troisième opus, ils vont pas rester dans la facilité, parce que l'univers est génial. Hein. T'as vraiment un côté Pixar, tellement l'univers est fou et qu'il y a toute cette morale derrière, tout ce côté que, étant enfant ou adulte, tu peux apprécier et ce serait bien d'exploiter le truc à fond et pas de se reposer trop souvent sur ses lauriers. Oui, bon, mais ça, je pense que Disney aujourd'hui, il regarde surtout la thune qui rentre et il va dire, bah les gars, on continue de faire ça sur ChatGPT et puis ça marchera aussi bien. Olivier, je pense que tu vas aller le voir de ton côté de toute façon. Ah ben moi, je vais aller le voir. Je pense que je vais être beaucoup moins critique que vous. C'est sympa, hein. Moi, j'ai passé un bon moment. Non, mais c'est pas mauvais. C'est juste le même truc que le 1. C'est feignant. Sans la surprise. C'est feignant, ouais. Oui, mais finalement, c'est marrant parce que c'est très référencé, les buddy movies. Enfin, en tout cas, le premier, c'était très ça. C'était les buddy movies, hein. C'était Twitter, le flic et le gangster, tu vois. Et les films comme ça se ressemblent. Ouais, mais il y a d'autres. 58 minutes pour vivre, c'est la même chose. Bah ouais, mais il y a quand même des méchants, il y a des choses qui bougent quand même aussi à l'intérieur, enfin l'Arme Fatale 2, enfin toutes ces choses-là, je pense quand même que on n'a pas la surprise, mais l'Empire contre-attaque, quoi. Enfin, on peut regarder, il y a plein de Oui. Tu parles de Blade 2, enfin, il y a tous ces films-là aussi quand même qui proposent autre chose. Là, on sent que c'est vraiment feignant, quoi, tu vois. Ouais, moi je partais plus. Non, mais là tu pars sur Star Wars, oui, sur bien sûr. Blade. Moi j'étais plus dans les polars comédies. Oui, t'as raison. Ouais. Des années 80 et après ça se trouve je vais aller le voir et je vais vous dire c'est la pire merde que j'ai jamais vue. Non, sûrement pas. Non, ça reste bon. Hein. Non, ça reste. C'est un très bon divertissement familial. Tellement fan du premier. Pourtant il est pas vieux, mais je l'ai vu autant que le Roi Lion. Où je
suis extrêmement fan. Moi, j'avais crié au génie quand le premier était sorti. Non, c'était du génie. C'était du génie. Le problème, c'est que voilà, quand il y en a un deuxième comme ça, c'est dur de renouveler le génie. On passe sur le dernier film qu'on a vu, qu'on est les deux seuls à avoir vu, je crois, Dossier 137. Christophe, si tu peux nous donner le pitch. Enquêtrice à l'IGPN, Stéphanie se voit chargée du dossier 137. Un jeune manifestant gravement blessé lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Et c'est concrètement pour moi le film du mois dernier. Je vais faire très court. Léa Drucker, qui est de chaque plan, est une comédienne. On le sait, c'est une comédienne exceptionnelle. C'est un peu, je dirais, les seules retenues que j'ai eues sur ce film, voilà, pareil, quand j'ai essayé de le noter, je savais pas si je mettais 3,5 ou 4, mais c'est juste au niveau de la réalisation où Dominique Moll propose pas quand même grand chose, jusqu'à ce qu'il y a un dernier plan, enfin l'un des derniers plans où Léa Drucker fait face à, je ne spoil rien, à la patronne de l'IGPN. Elle la regarde sur un monologue, sur une tirade extraordinaire, sans cligner des yeux. Il se passe un truc assez dément à ce moment-là, et le film est vraiment chouette, montre à quel point on est mal barré quand même dans ce genre. Alors c'est des films de tradition française, hein, ce genre de film là, mais moi j'ai trouvé ça assez admirable, un poil réalisé de manière un peu feignante parce que c'est posé, il y a pas de profondeur de champ, c'est toujours un peu voilà, c'est dans le cadre et ça dépasse pas plus. Alors c'est peut-être bien aussi d'avoir cette simplicité et pas vouloir faire d'autres choses, mais je pense qu'il y avait peut-être d'autres manières il y avait peut-être d'autres manières de rendre ça encore plus ou plus sexy ou plus crade ou plus machin, mais le film tient vraiment sur la performance extraordinaire de Léa Drucker et sur toute une galerie quand même de personnages secondaires qui sont vachement intéressants à voir. Christophe. Alors oui, je te rejoins sur Léa Drucker. Entre ça et l'intérêt d'Adam, si elle n'est pas nommée au César, elle pourrait même être nommée pour les deux films, que ce serait pas du vol. Parce qu'elle est grandiose. Elle a un côté, elle a une froideur dans son jeu professionnel et il y a ces émotions son regard qui trahit ses émotions. C'est assez fou ce qu'elle propose. Et sinon sur le film, le sujet est quand même hyper casse-gueule, les violences policières, surtout actuellement, ça fait un peu parler, donc c'était vraiment casse-gueule. Et une des forces du film, c'est qu'il est pas du tout manichéen. C'est pas un film anti-flic ni un film pro-flic. Il donne la parole et aux victimes et aux policiers. Et il y a une phrase qui résume tout le film pour moi. C'est un moment, je crois que c'est Léa Drucker qui dit faut arrêter de chercher des excuses aux flics qui font des conneries, parce qu'à force, t'as tous les flics qui essayent de bien faire leur boulot, qui vont en avoir marre et ils vont finir par se casser. Et donc sans chercher des excuses aux flics, par contre le film est assez nuancé parce que il leur donne des circonstances atténuantes avec le côté que la pression qu'ils ont, leur manque de moyens, le fait qu'on les ait balancés dans les gilets jaunes alors qu'ils sont pas forcément formés pour le maintien de l'ordre ou qu'ils ont pas forcément l'équipement pour. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément le résultat de l'enquête qui intéresse Dominique Moll, c'est plutôt le déroulement de l'enquête et les failles d'un système, un peu comme c'était le cas dans La Nuit du 12. Ouais. Et pour le coup, La Nuit du 12, c'était annoncé d'entrée que c'était une affaire non résolue. Parce que ce qui l'intéresse, c'est plus le déroulement et ce qui fait que ça ne fonctionne pas. C'est plus trouver la chose qui ne fonctionne pas pour pouvoir la changer. Après, niveau réalisation, c'est vrai que c'est un côté, c'est très didactique, c'est quasi documentaire. Il n'y a pas grande place à la mise en scène, même si je trouve que l'utilisation de la vidéo est bien foutue entre les vidéos des smartphones, les vidéos de surveillance, les médias. Ils gèrent assez bien ces vidéos, ou les interrogatoires qui sont, quand ils interrogent plusieurs flics, t'as une question qui va être posée, t'as la réponse des différents flics les uns derrière les autres, ça évite de répéter le même interrogatoire. Ouais, mais je pense que c'est plus un travail, c'est davantage un travail de montage sur ça, tu vois. Oui, voilà, c'est plus du montage que de la mise en scène. Le montage est bien fait. Ouais, non, franchement, c'est pareil. Moi, j'ai failli lui mettre 4. Avec le recul, j'aurais dû lui mettre 4. Et c'est. Voilà, on est un peu entre les deux. Olivier, toi, c'est le genre de film aussi je sais que c'est le genre de film qui te plaît aussi, que t'as pas pu voir, malheureusement. Oui, comme tu disais, un peu la tradition française du polar qui dénonce. Comme le faisait il y a longtemps Melville, après il y a eu Corneau,
Voilà, Yves Boisset. Yves Boisset, ouais, j'allais dire. Grande spécialité. Voilà, oui, non, c'est le genre La Nuit du 12, c'était vraiment bien. Génial. C'était vraiment bien. Moi, qui suis pas un grand fan de Dominique Moll de base, mais non, ce genre, quand j'aurai l'occasion, je le regarderai avec plaisir. Et puis effectivement, Léa Drucker, immense. Pas grand chose de plus que ce que vous avez dit. Hein, c'est une très grande actrice. Christophe, est-ce qu'en 2 minutes, t'es capable de me parler de 2 films? 2 minutes par film, à la rigueur. Allez, 1 minute 30 par film. Ok. Bon, je vais commencer par donc Wicked 2. L'année dernière, la première partie était sortie. C'est l'adaptation d'une comédie musicale de Broadway qui elle-même est l'adaptation d'un roman qui raconte le préquel du Magicien d'Oz. Ça avait été une super surprise l'année dernière. Ouais. Bon, il faut dire que j'aime les comédies musicales et que ce soit l'univers, tout ce qui est la direction artistique, les chansons, les chorégraphies étaient géniales et Ariana Grande qui m'a bluffé parce que en plus de bien chanter, elle joue extrêmement bien la gentille princesse avec un côté puant au possible. Et ça finissait en apothéose, j'avais énormément envie de voir la suite et j'ai un peu déchanté. On retrouve tout le côté direction artistique, tout ce que j'ai dit sur le premier, on le retrouve. Mais c'est long, purée, c'est long. Et c'est là que tu te dis, faire 2 films, presque 5 heures en tout pour tout adapter, un seul film aurait très certainement suffi parce qu'il y a énormément de longueur. Et surtout, mon gros problème, c'est le côté musical. Les chorégraphies sont absolument pas inspirées comparées au premier film. Il y a une scène avec des jeux de miroir qui est sympa, mais le reste, c'est souvent presque du plan chant contre chant et les chansons. Il y a aucune chanson du 2 qui m'est restée en tête. Et pour une comédie musicale, j'ai pas été happé par les chorégraphies. Et à la sortie du film, je rechantais, je suis allé voir avec la fille d'une voisine, on rechantait les chansons du premier film. C'est un peu ballot. Aucune chanson m'est restée en mémoire. Donc, une vraie déception, même si c'est joli, c'est bien foutu, la relation fonctionne bien entre les 2 sorcières, mais ils avaient tapé trop pour la première partie. C'est peut-être la comédie musicale de Broadway qui est comme ça dans sa deuxième partie aussi, ce qui n'aide pas. Un seul film aurait été beaucoup mieux. Et Olivier nous dira peut-être, ça ne marche pas du tout en France, hein, cette deuxième partie. La première non plus. Alors que ça cartonne dans le monde, c'est un truc de fou. J'ai entendu. Non. Ça fait 700 millions de dollars, je crois. Donc pour moi, c'est un carton. Et oui. En Angleterre, la semaine dernière. Il y avait 1 minute 30 pour chaque film. Et en Angleterre, ça fait plus d'entrées au cinéma la semaine dernière que Zootopie. C'est un truc de fou. Et en Angleterre, aux États-Unis, c'est des cartons monstrueux. Wicked. Oui, mais alors peut-être que mais en France, dans ces films-là, c'est peut-être le genre. On fera peut-être dans ces cas-là, un de ces quatre, un épisode ou une rubrique spécialement dessus. Mais j'ai l'impression que les comédies musicales sont des choses qui sont plus intégrées au Broadway ou West End. Donc je pense que les Anglais comme les Américains peuvent davantage donner être attirés par ce genre, la comédie musicale en France. Je sais pas si c'est vraiment un genre très très ancré dans notre culture à nous. Oui, moins je crois. Tu voulais parler de Bugonia dans les 30 secondes qui te restent? Ouais. Bugonia, je pense que c'est le film le plus fou de l'année. J'y suis allé sans rien comprendre sans rien savoir. Et j'ai rien compris. Presque. Non, mais j'étais pas prêt parce que c'est vraiment ultra décalé. C'est 2 conspirationnistes qui kidnappent une chef d'entreprise parce qu'ils vont la séquestrer et ils pensent que c'est une extraterrestre qui est sur Terre pour exterminer l'humanité. Et c'est produit par Ari Aster et tu comprends pourquoi, parce que c'est vraiment starbé comme film. Et ça marche très fortement sur son duo d'acteurs. Bon, Emma Stone, c'est mon actrice préférée et elle est encore parfaite. Et vu que je suis le seul à l'avoir vue, vous pourrez pas me contredire. Donc c'est génial. Et il y a Jesse Plemons qui, petit à petit, au fur et à mesure des films, il monte. Là, il joue un marginal pathétique qui est génial. Mais le truc, c'est que je suis pas vraiment rentré totalement dans le film. Il y a déjà, t'as du souci à t'attacher aux personnages parce qu'ils sont tous détestables. Donc, au niveau identification, c'est un peu compliqué.
ça pose vraiment un regard sombre sur notre société qui fait que ça peut laisser les spectateurs à distance. C'est long à démarrer, il y a quelques longueurs, mais ne serait-ce que pour son dernier acte, le dernier acte est hyper intelligent, hyper malin et hyper surprenant. Et ouais, j'ai pas l'impression d'avoir été totalement pris par le film, mais depuis que je l'ai vu il y a 3 semaines maintenant, un truc comme ça. Il me reste en tête, j'arrête pas d'y penser. Le film a fasciné et je pense qu'à un deuxième visionnage, je l'aimerais certainement beaucoup mieux. Et je crois que c'est un remake, hein, si je dis pas de bêtises, d'un film coréen. Coréen, ouais, sud-coréen. Alors c'est un remake, a priori, avec énormément de liberté par rapport à l'original. Et moi, en un mot et demi, j'ai vu le Vie privée. Dès que j'ai vu Jodie Foster, j'ai pas cherché à comprendre plus que quoi que ce soit. Donc je me suis dit, ah là là, il y a Jodie Foster qui fait un truc en français, un film en français. Oh là, dis donc, Daniel Auteuil, Vincent Lacoste. Voilà, il y a un sacré casting. Et au bout de 10 minutes, bah tu te tapes la tête contre la main contre le front et tu te dis, mais pourquoi vous faites venir Jodie Foster pour faire ça? C'est tout ce que je dirais. On se retrouve tout de suite après la petite virgule pour qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on en pense. Et donc j'ai noté, je suis allé fureter un petit peu sur les internets et j'ai noté quelques petites annonces de cinéma que je voulais sur quelques petites actus plus spécialement, et je voulais avoir votre petit avis dessus. La première chose, c'est le Fantomas qui a été signé pour de ce que j'ai lu en tout cas, qui est un Fantomas qui serait réalisé par Frédéric Forestier avec Guillaume Canet, Romain Duris, Lina Coudry et Louis Pérez. Et je crois qu'ils ont parlé d'une sortie le 3 février 2027. Est-ce que ça vous hype ou pas, un Fantomas avec ce casting, Olivier? Alors, tu m'apprends un truc parce qu'en fait, j'avais vu le casting, mais au moment où sortait la news du casting, j'avais pas vu de réalisateur. Donc je me demandais s'il faisait le Fantomas des romans, c'est-à-dire un truc assez sombre. Bah, je pense que ça a l'air ça. A priori, c'est ça, ouais. Bah, si c'est Frédéric Forestier, faut regarder sa filmo. Hein. C'est Frédéric Forestier, c'est le Boulet. C'est des grosses comédies poète-poète. Donc justement, si vous me dites que c'est plus un Fantomas sombre, ok. Oui, pourquoi pas. De toute façon, ça fait partie de ces grands comme Vidocq. Voilà, c'est les grands noms de la littérature française, déjà traités à la télé, au cinéma, et le moderniser, pourquoi pas. Hein. Christophe, toi, t'en penses quoi? Alors pareil, si c'est pour en faire une version plus sombre, ça m'intéresse, mais au vu du réalisateur, j'ai des doutes aussi. Si c'est pour faire une version à la De Funès avec Guillaume Canet qui singe De Funès, ça va être compliqué. De Funès, ouais, c'est sûr. Deuxième petite news que j'ai relevée. Alors là, ça va commencer. Je pense que ça mériterait un podcast entier. OpenAI a annoncé son intention de créer, de réaliser et de produire un film d'animation entièrement généré par intelligence artificielle avec une présentation prévue au Festival de Cannes. Cette initiative suscite une vive inquiétude dans un secteur français reconnu mondialement pour son excellence. Les signataires, alors il y a toute une pétition, hein, il y a toute une lettre qui a été faite les signataires rappellent qu'OpenAI est déjà notoire pour son dédain du droit d'auteur ayant copié les films de Miyazaki sans autorisation. Qu'est-ce que vous en pensez de cette news et est-ce que ça vous fait flipper, Christophe? Oui, ça fait flipper. Après, on n'y coupera pas. Un jour ou l'autre, ça finira par arriver. Je pense même que ça finira ça deviendra un standard d'avoir des films en IA. Mais j'ai pas envie de voir ça. C'est pas aussi vite. Et puis que ce soit présenté à Cannes. Ouais, c'est ça le pire. C'est un scandale. C'est les gars, ils fêtent le cinéma et des films fabriqués en IA, c'est la mort du cinéma. Et ouais, c'est clair. Présenter ça à un festival, je suis pas sûr. Non, ce serait honteux de la part du Festival de Cannes. Olivier, t'en penses quoi? Je pense que c'est de la merde. Non, mais voilà, tu vois, on a toujours besoin de l'avis d'Olivier. Tu synthétises. Ouais, mais il y a rien.
Il y a rien qui va dans ta news. Alors, je suis désolé, j'y suis pour rien. Non, mais il y a un film entièrement en IA. Alors, fondamentalement, j'ai rien contre. Ça peut aider, ça peut, voilà. C'est toujours l'idée des inventions qui peuvent aider, mais qui vont trop loin dans leur utilisation. Mais là, un film entièrement en IA, comme tu dis, négation des droits d'auteur, présenté à Cannes, il y a un côté camoulox dans cette news. Non, je reste sur ce que je dis, c'est de la merde. Autre news que je voulais, alors j'avais des news aussi sur les coupes budgétaires là qui continuent sur les festivals. Par exemple, tu connais Olivier puisque tu y étais il y a peu de temps, en tout cas à Angers, le festival d'Angers du cinéma d'art et d'essai a vu sa subvention réduite de moitié cette année et perdra 100% de son financement l'année prochaine. Les festivals ne sont pas juste des vitrines cinéphiles, sont aussi des vecteurs d'éducation, d'image et de diffusion. Donc qu'est-ce que ça vous fait, est-ce que vous avez peur aussi pour l'avenir de ce genre de festival vu tout ce qui est en train de se préciser d'un point de vue culturel? Olivier, tu veux dire un mot dessus? Moi, c'est de la merde. J'ai envie d'éviter la redite, sinon je dirais juste c'est encore une news de merde. Mais non, mais quand tu dis c'est dangereux pour les festivals, non, ou est-ce que vous vous inquiétez pour les festivals? Moi, je m'inquiète pour la culture tout court. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai lu des articles là-dessus. En fait, il y a une négation de la culture depuis quelque temps, où ils pensent, en plus je pense qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent, qu'il faut aller vers des priorités. Moi, je l'ai vu dans les Pays de la Loire où ils ont baissé de près de 80% les aides culturelles. Ils veulent aller vers des priorités, alors les lycées, machin, très bien, hein, mais on a l'impression que la culture ne sert à rien, alors que justement, si on reste dans l'idée de l'éducation, c'est de la palissade, hein, mais la culture y est pour beaucoup. Donc oui, ça m'inquiète pour la culture. Christophe, ça a un mot à dire dessus? La culture, quand il y a besoin de récupérer des sous, en général, on va chercher dedans. Et voilà, ça confirme ça, mais c'est rien. Attendez, dans 2 ans, ce sera encore pire, je pense. Et dernière nouvelle, je vous ai partagé ça hier. Quentin Tarantino qui fait un film dans Fortnite, alors qui fait un court-métrage dans Fortnite de 8 minutes. En gros, que si tu joues à Fortnite, alors vous savez que dans Fortnite, il y a plein de skins, tu peux jouer des personnages, il y a même des personnages d'une bataille après l'autre, va y avoir tous ceux qui mettent du pognon dedans, qui veulent gagner du pognon. Voilà, et mettre leur personnage dans Fortnite. Et Tarantino, donc alors j'ai écrit un petit truc, Tarantino qui fait un film dans Fortnite, c'est un peu comme si on demandait à Scorsese de réaliser un épisode de Plus belle la vie. On sent le malaise d'El Pitch. Alors officiellement, c'est un chapitre perdu de Kill Bill. Ça dure donc 8 minutes. Le problème, c'est que tout ce qui faisait la force de Kill Bill, la pellicule crade, le montage furieux, est passé au filtre bien propre d'Unreal Engine. Parce que là, évidemment, les personnages ne saignent pas. Ils sont en bleu. Ils perdent du bleu. Uma Thurman, elle revient, mais elle est coincée dans un avatar 3D qui a moins de présence que n'importe quel PNJ de mission secondaire. Je précise pour Olivier, PNJ, personnage neutre, non jouable, non jouable. C'est pas un vrai film, c'est pas un vrai Tarantino, c'est pas un vrai film. Alors de ce que j'ai compris, c'est que ça servait à une ressortie de Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Mais je trouve ça terrible parce que t'as l'impression que lui qui a toujours été à chier sur tout le monde, il devient corporate en allant en faisant ça. Pour un type obsédé par la salle de cinéma, finir en Fortnite, c'est un peu le caméo de trop. Je sais pas si vous avez pu le voir tous les deux. Ouais, j'ai regardé hier. Christophe, alors t'en penses quoi? Et ça apporte rien à Kill Bill, ça a surtout rapporté du pognon à Tarantino, je pense. Ouais. Et d'autant plus que rajouter le fait que tu bois une potion pour regagner de l'énergie. Quand tu meurs, t'as le rayon qui t'envoie dans le ciel comme dans le jeu. Rapporter l'univers du jeu dans le Kill Bill, ça c'est rien du tout. Et ce qui me gêne, c'est Tarantino, c'est le gars qui est
Oui, comme tu dis, c'est un amoureux du cinéma. Entre ça et le fait qu'il écrive un scénario pour Once Time in Hollywood. Il était une fois à Hollywood. Voilà. Et qu'il écrit le scénario qui sera réalisé par Fincher avec Brad Pitt. Sur le papier, c'est dingue, mais pour une sortie Netflix, il a passé sa vie à se battre pour le cinéma, et entre ça et faire un film qui va directement sur Netflix, pourquoi? Ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'argent, sûrement. Ils réfléchissent à le sortir au cinéma, peut-être. Ah, ça serait sympa. Un peu plus grosse que d'habitude au cinéma. Et toi, Olivier, t'as regardé le court-métrage? Non, j'ai pas eu le temps de le regarder. 8 minutes, t'as pas trouvé 8 minutes dans ta vie, c'était incroyable, toi. Il est papa. Bah oui, c'est voilà. ça. Non, bah, tu peux regarder avec ta fille. Tarantino, bah oui. Je préfère l'amener, même si sa mère serait pas d'accord, l'emmener voir Zootopie 2. Ouais, non, de toute façon, je crois qu'il vieillit mal. Vous avez pas vu là, c'est depuis 2 jours là, polémique avec, en disant que There Will Be Blood pourrait être le meilleur film de la décennie, enfin même des années 2000. S'il y avait pas Paul Dano dedans, qui est juste effroyable. De toute façon, il a toujours eu. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, il a chié sur Paul Dano. Ouais. C'est de la merde. Et puis tout ce qu'il dit et qui touche la parole d'évangile, ça va. Là, il est top 20 son top 10 des meilleurs films des années 2000 jusqu'à maintenant. Premier, La Chute du Faucon Noir. Bon, j'ai beaucoup aimé. Après, bon, c'est Tarantino. Il faut qu'il parte dans des trucs en disant tel truc est génial, alors que tout le monde va se dire, ouais, faut pas déconner non plus. Voilà, il y a ce côté un peu très égocentré, comme d'habitude. Il vieillit mal, je pense. Mais je me ferai un plaisir de regarder ce truc. Voilà, et tu nous donneras ton avis. Et d'ailleurs, puisque tu as la parole, on va passer à la séquence émotion, à la séquence box-office. Olivier, c'est à toi tout de suite maintenant. Vas-y, tu peux nous dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ok, alors pour vous parler de ce qui a marché et moins bien marché, je voudrais partir d'une micro-thématique qui est de dire que succès ou plantage, on fait un peu dire ce qu'on veut aux chiffres. Le Predator dont vous avez parlé le mois dernier est sorti. Ils ont beaucoup fait leur pub, si je puis dire, leur promo autour du fait que c'était le meilleur démarrage de la saga. Sauf qu'encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'a coûté le film. Là où, par exemple, le premier Predator n'avait rapporté, entre guillemets, en 87, 98 millions de dollars, il en avait coûté 15. Donc, j'ai noté les petits trucs, 655% de rentabilité. Ah oui, toi, t'as fait carrément des calculs. Ouais, bah moi, j'y suis allé à fond. À l'heure qu'on est, bon, il va être plus ou moins en fin de carrière, là. Il est à 173 millions de dollars dans le monde, ce qui est pas un chiffre dégueulasse, sauf qu'il en a coûté 105, c'est-à-dire 166% de rentabilité, là où un film, surtout un film américain, avec tout ce qui est promo et tout, doit faire entre 250 et 260% de rentabilité pour rentrer dans ses frais. Bon, après, je pense que Disney, Fox, donc Disney, s'en fout royalement, puisqu'ils veulent juste faire du contenu pour Disney+. Ils nous l'ont bien montré avec la bouse qui était Alien Earth. Voilà, puisque de toute façon, même si le film, d'après ce que vous avez dit, n'est pas un chef-d'œuvre et n'a pas forcément exceptionnellement marché, même si c'est un de ceux qui a le mieux marché, ils vont quand même faire une suite. Donc, et de ce que vous aviez l'air de dire, des crossovers, des machins comme ça. Donc, bon, après, en France, on fait la même chose, hein. On met plein de pognon dans les films de clavier, on sait très bien que ça va pas marcher, ou très moyennement, mais ça fera des audiences de dingue le dimanche soir sur TF1, et grâce aux pubs, ils gagnent de la thune. Donc, voilà. France, États-Unis, même combat. Ce qui est assez désolant avec le cinéma d'aujourd'hui. Je vais revenir sur Wicked et je vais quand même te contredire. Alors déjà, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Christophe. Tu dis ouais, c'est carton dans le monde entier. Enfin, tu me cites les États-Unis et l'Angleterre.
C'est-à-dire, c'est quand même pas le monde entier. Alors oui, les comédies musicales cartonnent, enfin fonctionnent très bien dans les pays anglo-saxons, c'est assez traditionnel. Nous, ça commence à venir, mais on va plus voir les comédies musicales en salle. C'est vrai que les adaptations de comédies musicales au cinéma ont jamais trop marché. Là, à l'heure qu'il est, il est à 372 000 spectateurs en France. C'est Krasuki. Ouais, 300 j'ai eu 300 000, 400 millions de milliers de francs. Donc, je vous disais, je vais essayer de le refaire bien. 372 000 spectateurs France pour le moment. Le premier avait terminé à 853 000, ce qui est pas honteux, mais pour un film de ce calibre est quand même plutôt bas. Et dans le monde, là pour le moment aux États-Unis, c'est 272 millions et entre guillemets juste 121 millions dans le monde. C'est pas énorme. Un film qui marche partout. C'est en gros, on estime que c'est 50-50. C'est 50% des recettes aux États-Unis, 50 dans le reste du monde. Là, il y a quand même un gap. Le premier, par exemple, avait fini avec 475 millions aux États-Unis et 284 millions dans le monde. Pour un budget de 145 millions, c'est un beau succès. Je suis pas en train de dire que le film marche pas. Quand tu disais ça cartonne dans le monde, non, ça cartonne aux États-Unis. J'ai pas dit que ça cartonne dans le monde, j'ai dit que c'est un carton. Parce qu'un film qui fait des recettes de 750 millions pour un budget de 145 millions, c'est un carton. Et les producteurs, ils sont contents et ils ont gagné 300-400 millions d'euros de dollars grâce au film. Après, c'est toujours pareil. Oui, hein, je me suis nu dans la. Excuse-moi Olivier, je te redonne la parole tout de suite. Il y a le budget du film, mais on connaît jamais le budget de publicité. Oui, regarde le dernier. Maintenant c'est plus le dernier, mais le dernier Jurassic World avec Chris Pratt. Ah oui. Et, non, justement avec Chris Pratt. D'accord. De l'ancienne trilogie maintenant, on va dire. La dernière bouse qu'ils avaient fait a rapporté plus d'1 milliard dans le monde. Donc là, on peut parler de carton. Sauf qu'aujourd'hui, ils estiment qu'entre le coût du film et la promo, le film aurait coûté plus de 600 millions de dollars. Donc, ils rentrent pas dans leurs frais. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que un film qui a coûté... là, par exemple, je vais parler du box-office France. Si je puis dire, le carton, même s'il passera pas le million d'entrées, La femme la plus riche du monde, dont vous avez parlé aussi le mois dernier, je crois, qui va finir environ aux 900 000 entrées, sauf que le film n'a coûté 4 millions d'eux, donc ça va être bénéficiaire. Alors qu'un film, là, j'en parlais le mois dernier, Kaamelott, il finit son exploitation à un petit peu plus qu'1 million d'entrées, sauf que le film, il a coûté 15 ou 20 millions. Voilà. Donc les succès au box-office sont tout relatifs. Et on va finir effectivement sur Zootopia. Ou Zoot. Merci. Non, mais en plus, t'as tout à fait raison. Qui effectivement, là, c'est les chiffres qui sont tombés. Donc le film a coûté pas si cher que ça pour les gros films d'animation d'aujourd'hui, par rapport à un Pixar qui va coûter entre 180 et 200 millions de dollars. Là, il a coûté juste 150 millions de dollars et qui en un seul week-end a déjà rapporté 456 millions de dollars dans le monde. Là, il est à 620. Hein, j'ai regardé les chiffres de ce matin. Et remboursé déjà... en une semaine, le film. Non, mais il gagne de l'argent en une semaine. Non, il a été remboursé quasiment le samedi après-midi. Avant le générique de fin, avant la scène post-générique, il était remboursé. Avec un truc qui était qui a doublé Avengers Endgame, c'est le meilleur premier week-end pour un film en Chine. En un jour, il avait déjà rapporté 121 millions de dollars. Bah, de toute façon, tu cartonnes en Chine, ça aide. C'est tellement un vivier de spectateurs. Ça va. Et donc, pour terminer là-dessus, c'est la première sortie d'un film d'animation qui dépasse La Reine des Neiges 2, si je dis pas de bêtises, et c'est 4e meilleure sortie de l'histoire du box-office.
Et c'est mieux que la Reine des Neiges 2. Sûrement. Olivier, tu auras des devoirs pour le prochain podcast, pas le hors-série sur lequel on vous fera nos films préférés de l'année et nos flops préférés aussi de l'année. Ça sera de nous faire un bilan du cinéma en France sur l'année 2025, parce que quand même il semblerait qu'on a pris quelques châtaignes dans la gueule et pas beaucoup de monde dans les salles. Donc je pense que voilà, ça sera tes devoirs pour le prochain épisode. Et nous, on va passer au film vintage après cette virgule. Donc, Christophe, tu nous as proposé de revoir un film. Est-ce que tu veux nous le présenter rapidement, dire ce que tu en penses, ou est-ce que tu veux déjà... Pourquoi tu as voulu qu'on revoie aussi ce film ? Alors, parce que déjà, je suis un grand fan de Stephen King. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à la lecture grâce à lui. Et ça a été un des premiers bouquins que j'ai lu. C'est une nouvelle. C'est dans un recueil de 4 nouvelles qui s'appelle Différentes saisons. Et quand même, dans le même recueil de nouvelles, il y avait 4 nouvelles, dont Un élève doué, Les évadés, Stand by Me. Donc déjà, ça se pose là. Donc, et évidemment, puis, on parle de Stand by Me, j'ai oublié de le préciser dès le départ. Et puis il y avait ce côté film de potes de gamins avec la sortie de Stranger Things. Je trouvais ça intéressant de parler de ça. Après, je vais vous laisser en parler. Je rajouterai un petit peu. Alors très rapidement, parce qu'on est déjà bientôt à l'heure de podcast. Si tu me permets, Olivier, je commence. Je trouve que alors je l'avais pas du tout revu, ce qui fait que j'avais quand même beaucoup de choses que j'avais vraiment oubliées. Alors il y avait River Phoenix que j'avais complètement zappé et je trouve que ça faisait vraiment plaisir de le revoir. Moi je trouve qu'il y a un côté un peu alors peut-être que je le vois avec le temps qui est passé, le film, je trouve qu'il joue beaucoup sur la nostalgie, la voix off mélancolique là de Richard Dreyfuss et puis une bande son des années 50, je trouve qu'à des moments ça frôle un peu la mièvrerie, et tu sens que Rob Reiner, donc le réalisateur, il y a une envie de te faire pleurer sur ton enfance perdue. Et je trouve que voilà, c'est un peu facile comme manipulation. J'ai pas pleuré, mais j'étais pas loin. Donc après, ça reste voilà, les dialogues étaient bien, les jeunes acteurs, enfin la distribution, il y avait une super chimie. La structure, en flashback, elle fonctionne vraiment bien. Et évidemment, on se laisse prendre par ce parcours initiatique qui est évidemment une allégorie de la sortie de l'enfance. J'ai pas grand chose à dire sur la mise en scène que je trouve bien, mais sans plus quoi, c'est honnête. Et peut-être que je me disais, enfin j'avais juste noté ça, j'avais noté que ironiquement le film n'a pas mal vieilli parce qu'il n'a pas vraiment cherché à impressionner techniquement. C'est vraiment un film qui veut l'émotion. Alors je trouve que parfois évidemment il a appuyé un petit peu dessus, mais résultat il y a un côté où je trouve le film est resté totalement universel. Je pense qu'évidemment je peux montrer ça à mes belles filles et elles peuvent se reconnaître dedans. Donc voilà, je trouve que c'est un bon film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais vraiment fabriqué pour toucher au cœur de ce qu'il faut. Olivier, de ton côté? T'as un peu tout dit. Donc oui, c'est vrai que Stand By Me, moi je l'ai pas revu depuis très très longtemps. J'avais quasiment, non, si je l'ai peut-être revu il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, peut-être. L'image que j'en avais encore en tête, c'était effectivement que c'était une référence du cinéma sur l'amitié, la transition vers l'adolescence, une forme de symbole de la fin de l'innocence à travers cette quête initiatique. Avec moi, j'avais cette image assez culte que j'avais en tête des 4 gamins alignés comme ça sur le chemin de fer, parce qu'on la retrouve souvent dans des magazines, dans des bouquins de cinéma, voilà. Alors le casting des gamins, je m'en souvenais. J'ai redécouvert le casting sur Richard Dreyfuss, sur Kiefer Sutherland. Ça, j'avais complètement zappé. Alors oui, t'as raison, c'est très appuyé sur ce côté
oui, c'est le film qui te donne envie de construire une cabane avec tes potes, de partir à l'aventure avec eux, voilà. Euh, oui, ça appuie, ben, comme d'ailleurs t'en parlais dans ce même recueil, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il faudrait que je le revoie aussi, La Ligne verte. Mm. C'est le truc sur lequel tout le monde a pleuré. Je pense que ça a mal vieilli parce que c'est un peu, voilà. On te met une fourchette dans le dos, on te pique et on te dit vas-y pleure, quoi. mais, mais déjà en le revoyant, j'ai surtout vu un film très mélancolique sur la fin de l'enfance et ça m'a beaucoup touché. Alors même si les deux films se ressemblent pas, mais vu que ça part du même auteur, et on en reparlera le mois prochain avec notre top 10, on retrouve ce qu'on a pu voir dans Chuck, Life of Chuck, qui était aussi tiré d'une nouvelle de Stephen King. Ce truc où on se reconnaît, mélancolique, nostalgique, on a envie de retourner en arrière, on repense à des choses, on se dit, il y a un petit côté réac du c'était mieux avant, mais voilà. Et là où je suis d'accord avec toi, Lilian, c'est qu'effectivement, ça a pas vieilli parce que finalement, c'est un peu dès le départ, c'est un peu intemporel. Donc effectivement, le film a plutôt bien vieilli. Moi, ça a encore eu son petit effet sur moi. Mais t'as raison, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un bon petit film qui m'a touché à l'époque et qui encore d'une certaine manière m'a encore touché là quand je l'ai revu. Voilà. Christophe, en 2 mots, pourquoi t'as voulu qu'on le revoie et voilà ton avis? Un peu pour tout ce que vous avez dit, pour le côté de la perte de l'innocence, la mélancolie, la nostalgie, et le fait que parce que je suis comme vous, je l'avais pas vu depuis très très longtemps, et je m'attendais à ce que ça ait hyper mal vieilli, mais finalement pas tant que ça, parce que ça reste universel, ça traverse les âges, et je trouve même que c'est assez avant-gardiste sur ce que ça racontait. Les traumatismes de l'enfance, la sensibilité masculine, c'est des choses, aujourd'hui on en parle énormément, mais à l'époque c'était un peu derrière le tapis, quoi. Et sous le tapis, tu veux dire, parce que derrière le tapis on le voit quand même. Hein. Ouais, mais moi j'ai un très gros tapis. et puis oui, ça vient chercher la larmichette, c'est peut-être un peu facile. Moi j'aime bien quand le cinéma arrive à me faire sortir ma larme. Moi je suis assez amateur, je suis assez mélo, donc ça me gêne pas. Et par contre c'était quand même ultra sombre comme histoire. C'est quand même une histoire de gamin. Ils partent chercher un cadavre. Mais ouais, non, c'était pas un chef-d'œuvre, mais un beau moment, et surtout qui passe très bien les âges. C'est qui le prochain? Eh ben c'est moi. C'est moi en principe de vous donner mon. Oui. Parce que Olivier nous avait proposé Rambo la dernière fois. Oui. Et bien moi je vais vous emmener plus ou moins vers la même époque. Un petit peu même avant. Je sais pas si vous. Alors là, forcément, c'est un film. Christophe, t'étais pas né. Olivier, il va faire. Voilà. Je te rassure, peut-être que ça va faire l'effet short-circuit ou pas. Oh non. Pour toi, Christophe. Mais je ne pense pas, parce que je vous propose quand même un film d'un réalisateur qui est pas mauvais, qui s'appelait. Alors, il est pas mort, hein. Walter Hill. Olivier, tu me diras s'il est mort. Il est pas mort. Ah non, il est pas mort. Donc Walter Hill, d'un film, puisque je suis retourné encore à New York dernièrement, et je me suis dit, il y avait un film que j'avais vu il y a longtemps, que j'ai très envie de revoir, Les Guerriers de la Nuit, en anglais The Warriors. Je me rappelle que le film avait été censuré en France. Il a été classé X au moment où il est sorti en France, en 79, parce qu'il était trop réaliste sur la guérilla urbaine. Donc si t'as jamais vu ça, Christophe. Alors, j'étais né, mais je n'ai jamais vu ça. Ah oui, ouais, c'est vrai, t'étais né, mais tu n'as jamais vu. Bon, je vous choisis des films qui durent 92 minutes, donc c'est pas non plus. C'est voilà, mais donc bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte de le revoir. Je ne l'ai pas revu. Je sais que c'était un petit peu. En tout cas, dans les souvenirs que j'ai, en tout cas, je me rappelle qu'il y avait un beau casting.
comment il s'appelle? Attends, Michael Beck, je crois que c'était ça, non? Michael Beck. Le mec était beau à tomber là. Les mecs se promenaient musclés. Tout musculeux, t'as tous les gangs de New York qui se foutent sur la gueule. Je trouve que ça va être, voilà, j'avais envie de voir. Il va y avoir de la coupe afro. Hein. Là, il y a de la coupe afro. Ouais, non. Puis je me rappelle, l'une des images que j'ai, c'est au niveau du générique, c'est la présentation de tous les gangs qui vont se rencontrer et à partir de là, va y avoir un mort et on va suivre un gang qui doit rentrer vivant chez eux, dans ce New York, fin des années 70, qui n'est pas encore gentrifié comme il va l'être à partir des années 80. On se retrouve tout de suite après la virgule pour enfin nos recommandations. Et donc, quelles sont les recommandations qu'on vous fait pour ce mois-ci? Voilà, des films qu'on a vus, des séries, des livres, de la musique. Olivier, est-ce que tu veux commencer? Bah allez. Eh ben moi je vais vous emmener, c'est pas très original, je vais vous emmener sur Netflix. Pour une série que j'ai bingé, j'avoue. Bon après elle est pas très longue, hein, il y a 6 épisodes. J'ai bingé comme un cochon sur Last Samurai Standing. Parce que je crois que c'était comme un cochon le titre de la série, moi. Non, j'ai envie de voir ça. Là, c'était sur Canal le premier samedi du mois. Là, on est à la fin du 19e siècle, pendant l'ère Meiji au Japon. 292 guerriers se rassemblent, attirés par la promesse d'une forte récompense. Pour cela, ils devront se combattre et s'éliminer tout en traversant le pays d'ouest en est. Alors ouais, bon, quand on voit le truc comme ça lorgne du côté de Squid Game, qui lorgnait déjà sur Battle Royale et Hunger Games. Donc, de base, rien de très original. Mais là, le petit plus, c'est ce fond historique et les samouraïs. Samouraïs qui sont, à ce moment-là, dans cette ère postmoderne du Japon, complètement déchus. Et on parle d'enjeux politiques et économiques. Ce fond historique est vraiment très intéressant. Et ça nous permet d'assister à des combats dignes des meilleurs Shambara. Alors les Shambara, pour ceux qui savent pas, c'est les films de combat d'épée japonais complètement dingues. Les mecs sautent en l'air, tuent 50 000 personnes. Donc voilà, on est entre ça. C'est mixé à la sauce John Wick. Il y a des scènes qui sont assez dingues de combat. Moi, j'ai pris un terrible pied. Je pense que Christophe, ça peut. Je crois que tu as commencé à la regarder. Je sais pas si tu as terminé. J'ai vu le premier épisode, non, parce que je suis en plein dans mon coup de cœur que je vais vous présenter et j'attends d'avoir fini pour regarder la suite. Mais j'ai bien aimé le premier épisode. Voilà, c'est assez dingo. Alors, oui, sur 6 épisodes, j'avoue, il y a quelques ventres mous quand ça se met à parler. Bon, voilà. C'est un peu du blabla. Je trouve que les séries asiatiques de façon générale, que ce soit japonaises ou coréennes, hein, même dans Squid Game, dès que ça se met à parler, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans leur série. Et il y a quelques clichés. Comment il s'appelle? Shujiro, c'est le protagoniste, qui est désespéré parce que sa fille a succombé au choléra, que sa femme se meurt. Alors lui, il fait partie d'une équipe de gentils, ultra archétypaux. Oui, parce qu'il y a des groupes qui se forment. Les méchants, eux, par contre, ils ont perdu tout sens de l'honneur. Voilà. Bon, c'est plein de clichés, mais voilà, on assiste à un truc dingue comme ils savent le faire, avec des combats hallucinants. Voilà, moi ça m'a pas entaché mon plaisir. J'ai bingé, comme je vous disais, comme un dingue, et j'ai passé un super bon moment. Et je croyais que c'était une mini-série, mais en fait, il y aura une saison 2 parce que ça se finit sur un cliffhanger. Eh bien, moi, de mon côté, je vais vous recommander un film que je n'ai pas vu venir. Je suis allé voir ça hier de manière, je me suis trompé, pas trompé de séance, mais je me suis trompé d'horaire. Et il y avait ça, et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas. Le film s'appelle Pour l'éternité. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est avec Elisabeth Olsen. Principalement, puisque c'est vraiment elle que je connais. Et puis Miles Teller, qui était dans Whiplash, qui était le comédien principal de Whiplash. Et dans les 4 Fantastiques. Et dans les 4 Fantastiques, mais ça on a dit qu'on n'en parlait pas. Lui-même ne veut plus sûrement en entendre parler.
C'est une comédie romantique dont le pitch est assez simple. Après la mort, chacun dispose d'une semaine pour choisir où passer l'éternité. Pour Joan, Larry et Luke, la véritable question est de savoir avec qui la passer. Joan doit choisir entre l'homme avec lequel elle a construit sa vie ou son premier amour, mort à la guerre. Je suis peut-être très sensible à ce genre de comédie romantique. Je suis évidemment très sensible à tous les sujets de deuil. Et puis les choix qu'on doit faire dans la vie, et ça c'est toujours l'horreur. Et je trouve que y a plein de petites idées. Le pitch et le film va très vite dans cette espèce de purgatoire où t'as une semaine pour choisir dans quelle éternité tu vas passer ta vie. T'as pas le droit de sortir de cette éternité sinon on te balance dans le vide, dans le void. Et il y a des personnages assez hauts en couleur à l'intérieur. Elizabeth Olsen, bon, je pense que je suis pas du tout objectif, c'est juste c'est complètement de l'amour et je t'entends Christophe rigoler, donc t'es d'accord avec moi. Ça marche vraiment pas mal dans plein d'endroits. Évidemment, le film s'est réalisé à la truelle, c'est la caméra est posée un peu comme ça, mais il y a de jolies images à des moments, il y a plein de petites trouvailles parce que chacun essaye de vendre son éternité. T'as des éternités où tu vas te retrouver dans des trucs racistes, t'as des éternités où tu te retrouves à Paris en 1950, t'as des éternités où alors je sais pas, t'as une éternité, je ne sais plus laquelle c'est, mais genre tu te retrouves en Autriche sans le nazisme dans les années 30 35, un truc comme ça. Donc il y a plein de petites trouvailles à l'intérieur et ils ont des consultants pour choisir leur éternité qui sont assez truculents, assez drôles. Ça ne va peut-être pas tout au bout et la morale elle est un peu, tu la vois un peu arriver, c'est un peu simpliste. Mais il y a quand même un vrai charme qui se dégage, non pas seulement d'Elizabeth Olsen, mais d'un ensemble. Voilà. Si vous avez envie, c'est évidemment un film que vous pouvez voir à la télé, il y a pas de problème, il y a pas de grande question de cinéma, mais je trouve que c'est assez joli et moi ça m'a fait plutôt réfléchir à certaines choses avec qui j'aimerais passer l'éternité et où j'aimerais passer l'éternité, entre la plage et la montagne, ou savoir dans quel monde on peut aller, tout ça c'est assez amusant. Christophe. Avec nous deux pour parler de cinéma. Aussi, ouais. Si je peux. Oui, je t'en prie, Olivier. Juste pour l'anecdote, ça dure 10 secondes. Ouais. Je sais plus son nom. Le deuxième gars qui joue. Je l'ai devant moi, je crois. Attends, je peux te le dire. C'est Callum Turner, voilà. Voilà, c'est le nouveau favori pour être le prochain James Bond. Eh ben, ça fait pas envie, hein. Pardon. Visiblement, Villeneuve, ce serait son kiff. Ah d'accord, parce qu'il est quand même pas ouf. Quand je vois sa tête en photo. Ouais. Ok. Point de suspension. Bon, très bien. Et dans le jeu, c'est pas une dinguerie, c'est quand même très lisse. Christophe, de ton côté, allez, on termine avec toi, vas-y, t'as 30 secondes. Alors, le mois dernier, je vous avais proposé une pépite du Québec. Ce mois-ci, ce sera une pépite de l'Italie. Et vu que c'est Noël, c'est dispo gratuitement sur Arte TV. Ça s'appelle La Mafia tue seulement en été. C'est pas une série d'aujourd'hui, ça date de 2016-2018. Il y a 2 saisons et c'est absolument génial. C'est l'histoire d'une famille qui vit à Palerme en 1977 et ça va être, comme le nom l'indique, sur fond de mafia. Le récit va être via le regard d'un enfant de 10 ans et c'est d'ailleurs sa voix off adulte qui va continuellement survoler le récit, nous exposer les faits, ce qui apporte du recul et énormément de nostalgie par rapport au destin de la famille, parce que tu sens que tout ne va pas être tout rose dans ce qui va leur arriver, forcément. Il y a un vrai mélange réussi entre comédie et drame, et malgré le fait que ça parle de la mafia, ça garde un ton léger, humoristique, et voire énormément de tendresse. On s'attache énormément aux personnages, et c'est des personnages hauts en couleur. Moi, ça m'a rappelé un peu Kabul Kitchen, parce que ça parle de la grande histoire, avec des personnages extrêmement décalés. Moi, j'ai été énormément touché par le personnage de la mère et l'oncle. L'oncle, il a un personnage tellement over the top. L'oncle, il est à mourir de rire à chaque fois qu'il apparaît. On est vraiment investi émotionnellement avec ce qu'ils vivent et je suis pour le coup. Alors, c'est peut-être un peu facile, mais moi, ça vient me chercher comme Empathie le mois dernier. Ça vient régulièrement me chercher ma larmichette, soit parce qu'il leur arrive des trucs durs, ou très souvent parce qu'il leur arrive des choses tellement belles que ça me touche et ça vient. Et bien sûr, il y a la mafia qui est présente. Plus les épisodes avancent, plus elle va avoir un impact sur la famille. Tu sens que
c'est pas bon ce qui va leur arriver, mais tu t'attaches à eux, t'enchaînes les épisodes. Il y a pas mal d'images d'archives qui sont mêlées au récit parce que ça reste basé sur des faits historiques. Les personnages sont totalement fictifs de la famille, mais tous les personnages de la mafia, les policiers, c'est des personnages qui ont vraiment existé, et il y a certaines images d'archives qui viennent appuyer ça, et c'est un vrai hommage très poignant sur tous ceux qui ont combattu et tous ceux qui combattent la mafia. C'est très 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 bon. Il y a 2 saisons de 12 épisodes, c'est 24 épisodes, mais ça vaut vraiment le coup. Les nuits sont longues en ce moment. Jetez-vous dessus. Super. Bah écoutez les gars, on termine à peu près. Alors on n'est pas dans l'heure, on est dans l'heure et quart. Merci Olivier. Mais tout le plaisir est pour moi. Bah voilà, merci Christophe. Bah tout le plaisir a été pour Olivier, mais j'en garde un peu quand même. T'as bien raison. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve, promis, à la fin du mois pour faire... Alors là, je pense que l'épisode, il fera peut-être 2 heures. C'est pas grave, on s'engueulera sur les flops ou sur les machins. C'est pas normal que tu choisisses ça. Voilà, vous nous direz aussi quels sont de votre côté vos tops et vos flops. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. En tout cas, nous, comme d'habitude, on finit dans un état critique et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous souhaite de vous faire de bonnes toiles. Ciao!